On dirait que l'histoire aime bien s'en prendre aux jeunes. Chaque génération a dû faire des sacrifices. Mais cette fois-ci, ça a pris une autre ampleur. Ma génération est la première à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y changer quelque chose. Autrement dit, si on ne fait rien, notre espèce risque de s'éteindre d'ici 80 ans. Drôle de destin que celui de devoir sauver l'humanité. Comme beaucoup d'autres jeunes, au début, on a envie de sauver le monde, mais on ne sait pas trop par où commencer. Alors pourquoi pas reprendre par la base, la nourriture. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que nous nourrir est nuisible à l'écosystème dont nous dépendons. L'ONU, pour l'alimentation et l'agriculture, a annoncé que dans 60 ans, la quasi-totalité des terres arables auront disparu. Il nous reste donc 60 étés devant nous. À moins de sauver nos terres, la bataille se joue maintenant. Comment fait-on pour se nourrir sans détruire ? Dans la vallée du Paillon, les paysans sont de plus en plus nombreux à construire d'autres modes de production, plus respectueux du vivant. Beaucoup ont transité en agriculture biologique. C'est le cas d'Hélène et Sébastien, qui ont installé leur bergerie à Berre-les-Alpes. Nous, c'est du fromage au lait cru, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait bouillir le lait, donc on n'a pas tué les ferments naturels du lait. C'est ça la grosse différence. Et l'autre différence, c'est l'élevage des chèvres. Souvent dans l'industrie, c'est les coopératives. Et donc ceux qui font le lait ne font que le lait. Et ils veulent absolument avoir de la rentabilité, du rendement. Donc les chèvres sont enfermées, elles sortent quasiment jamais. Et elles ont une vie toujours à l'intérieur et assez courte. On n'a pas un produit du tout homogène par rapport à un fromage industriel. En fonction de la saison, le lait il varie. Les conditions climatiques, elles changent aussi. Et donc, on n'a pas une régularité de produits comme on est obligé souvent d'avoir dans un fromage industriel. Donc, voilà, pour un petit élevage, je pense qu'il a plus de facilité à faire en sorte que ces bêtes soient heureuses sur l'exploitation. La mamelle, elle est différente de toutes les autres. Elle est bien tout en rondeur. Travailler avec les animaux, ça impose en fait d'avoir une grande régularité en fait dans notre manière de vivre, puisqu'en fait les animaux, eux, voilà, les chèvres, c'est la traite. La traite, elle est à 5h30, 5h30, donc on a une vie très régulière, on va dire. Qui plaît forcément aux animaux, parce que les animaux, ils aiment la régularité. Quelque part, on peut considérer ça comme une contrainte, parce que malgré tout, ce système-là, il dure pendant plus de, sur une année, on traite facilement 9 mois, presque 9 mois et demi. Donc pendant 9 mois et demi, il faut se lever tôt et traire le matin comme le soir, quoi. C'est contraignant, mais en fait, moi je l'accepte bien, quoi. Ça me dérange pas plus que ça. Ça nous permet malgré tout c'est d'avoir une certaine liberté parce qu'on organise notre travail comme on le souhaite. Ah, c'est dur à la vie, hein. C'est la vie totale. On vend essentiellement sur les marchés, on vend sur compte et on vend aussi sur Nice au marché de la Libération. Pour nous, c'est valorisant aussi de vendre directement notre produit aux consommateurs. Quand tu dis qu'il est bon, on est content et puis voilà. On fait du poulet fermier, de la pintade fermière et des œufs. Nous, on n'est pas industriel, on est à taille humaine,
On a beaucoup moins de volailles, donc du coup on peut laisser respirer quand même nos terres en jonglant avec plusieurs bâtiments. Du coup forcément on va consommer vachement moins d'eau déjà, on va moins polluer. Même s'il y a de plus en plus de gens qui ne mangent pas de viande, il y a une grande majorité de gens qui mangent de la viande. Et moi, je le constate avec nos clients sur le marché. Il y a de plus en plus de gens qui font le choix de se tourner vers des petits élevages comme nous, où certes, on est plus cher que de la viande de supermarché, mais ils s'y retrouvent au niveau du goût et au niveau de la qualité. Donc les gens me le disent, ils préfèrent acheter moins de viande, mais quand ils achètent, ils veulent de la viande de qualité. Je pense que tous les mangeurs de viande devraient un jour ou l'autre dans leur vie tuer un animal pour se rendre compte de ce que c'est que de tuer un animal. Et peut-être que ça amènerait à manger un petit peu moins de viande. C'est très compliqué de tuer un animal. Alors le chasseur du dimanche, lui, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il n'a pas de lien affectif avec l'animal qu'il tue. Mais nous, effectivement, on a un lien affectif avec nos bêtes et c'est très compliqué de tuer une bête. Très très compliqué. Automatiquement, quand elles vieillissent, elles ont des cellules dans le lait, donc on est obligé de s'en séparer, sinon le lait il serait plus bon, quoi. Il est plus bon pour la consommation au bout d'un moment. Donc il faut s'en séparer. Alors au début on en a donné des chèvres, on en a envoyé à l'abattoir, mais c'est pas moi qui les ai tuées. À chaque fois on s'est rendu compte que c'était pas l'idéal, même les chèvres qu'on donnait à des particuliers, parce qu'une chèvre elle fait partie d'un troupeau, c'est des animaux qui sont très grégaires, et si vous les retirez du troupeau, ils sont malheureux, quoi. Et il y a même des chèvres qui se sont laissés mourir chez les particuliers à qui on les avait donnés. Au final, au bout de quelques années, voilà, j'ai pris la décision de tuer moi-même mes bêtes sur l'exploitation, ce qui fait qu'elles n'ont pas le stress du transport, elles sont avec moi, elles ont confiance, et voilà, je les emmène dans un coin et j'ai les appareils qu'il faut pour les tuer et c'est moi qui les tue. Et c'est très compliqué à faire. Voilà. Et je déteste en parler. Il y a des choix à faire. Même quand on a un petit budget, effectivement, on peut faire certains sacrifices pour à côté mieux s'alimenter. Certes, on peut acheter moins cher, encore moins cher, mais qu'est-ce qu'on mange pour ce prix-là? Qu'est-ce qu'on met dans notre corps pour ce prix-là? Il faut se poser les bonnes questions. Alors je peux comprendre pour certains, 1 euro, c'est 1 euro et que voilà, ça peut être très compliqué. Après, pour la majorité des gens, non, c'est une mauvaise excuse. Ça, c'est une merveille, un petit bijou parfumé. Le budget de l'alimentation, il ne fait que baisser. Depuis les années après-guerre, il ne fait que baisser. Toutes ces firmes Bayer et Monsanto, ça a été après-guerre. L'essor de l'agriculture remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe se reconstruit, l'autosuffisance alimentaire est la priorité. Mais très vite, la conquête des marchés européens s'organise. L'agriculture devient moderne, performante, mécanisée. L'emploi massif des pesticides augmente les revenus. Les agriculteurs se sont lancés là-dedans, on va dire les yeux fermés. À la fin des années 60, les pouvoirs publics choisissent d'encourager la grande distribution. L'arrivée des supermarchés accentue le productivisme. L'agriculture bascule dans un autre univers. Et les effets néfastes des intrants chimiques menacent aujourd'hui les terres. On leur a fait croire que se nourrir, ce n'était pas le plus important, que par contre, aller voyager, se promener, acheter des biens dont on se sert une fois ou pas, ça c'était important. C'est ça la société de consommation. On passe à des choses qui ne sont pas pérennes. Pourquoi ne pas revenir à des choses plus simples, des valeurs plus simples? Et là, on s'aperçoit que le vrai prix des choses, il est dans l'amour du travail que l'on donne, que l'on fait, du soin que l'on donne à tous ces environnements. C'est une qualité qui est très importante, qui se retrouve dans la nourriture, et pas dans la nourriture industrielle. Donc c'est ça le vrai prix des choses. C'est à quoi on donne-t-on de l'importance.
On ne dit pas qu'on est agriculteur, on dit qu'on est paysan. Parce que paysan, c'est peut-être dévalorisant pour la plupart des gens, mais au contraire pour nous, c'est synonyme de grandeur. Parce que ça veut dire qu'il y a vraiment ce lien très fort avec nos racines. C'est un métier qui est assez génial, tout simplement parce qu'on est en contact pur avec la nature et avec cet arbre qui est une grosse symbolique. Hein. Donc l'arbre de vie, les lauriers, la sagesse, enfin, énormément de symboles qui lui sont attachés et que l'on ressent quand on fait la culture de l'olivier. Depuis tout petit, j'ai toujours été catégorisé comme étant un paysan de toute façon. Même à Sospel, qui est déjà pourtant très rural, on me catégorisait comme paysan. Je raconte même pas quand j'étais sur la côte ou autre, à Menton. C'est vrai que c'est très souvent vu comme étant péjoratif. Et pour moi, c'est une petite revanche au contraire de pouvoir, si je récupère ces terres, de pouvoir me dire, bah, tiens, je les ai et je suis bien. Je pense que les gens et tout, ils reviennent un petit peu à ça, quoi. À revenir un peu à l'ancien et puis au circuit court, quoi. C'est bien beau d'aller chercher à droite, à gauche et tout dans des pays, des choses, c'est très bien, mais faut y aller avec précaution. Hein. Ce qui se passe à l'heure actuelle avec le Covid, c'est un peu de notre faute aussi. Hein. D'aller chercher tout et n'importe quoi et de faire de la surproduction. Hein. Restons local, quoi. Voilà. Bon, après, tout ça, c'est de l'économie, quoi. Il y a des gens qui font de l'argent. Voilà. Est-ce que c'était sage de faire ça? Mais qu'est-ce qui a conduit les hommes à faire ça? Bien sûr, il y a la demande. Et parce qu'il y avait du profit derrière. La rentabilité, et oui, le grand mot de la rentabilité. L'alimentation devrait échapper à tout profit. C'est un bien commun. C'est inadmissible que de nos jours, il y ait encore des hommes et des femmes qui ne puissent pas manger à leur faim chaque jour. C'est inadmissible. Comment justifier moralement ça? Comment peut-on justifier moralement ça? Moi, je ne peux pas. Je laisse à ceux qui ont trouvé de la solution, qui disent bah oui, moi je ne peux pas, je ne veux pas. Pour que l'agriculteur puisse, lui, vivre de son travail et que les personnes qui sont en difficulté puissent aussi se nourrir, je pense que ça peut passer que par le soutien à l'agriculture paysanne. L'agriculture bio-paysanne est une technique agricole basée principalement sur la rotation des cultures et leur association, aussi appelée permaculture. Planter chaque année les mêmes familles de légumes au même endroit épuise le sol. La rotation des cultures permet donc d'enrichir naturellement la terre. La permaculture, quant à elle, permet aux plantes de s'entraider et se protéger mutuellement. Mais cette technique agricole reste défavorisée par la politique agricole commune. Créée en 1962, la PAC, c'est l'ensemble des aides financières qui sont versées aux agriculteurs européens. Au départ, son objectif était de nourrir l'Europe à la sortie de la guerre. Objectif réussi et très vite atteint. Mais aujourd'hui, la PAC pose des problèmes. Elle continue de soutenir en priorité le modèle d'agriculture industrielle, productiviste et polluant. La grande majorité des aides que touche un agriculteur dépend essentiellement de la taille de sa ferme et non de comment il le produit. Les fermes écologiques et à taille humaine sont donc défavorisées.
Cette PAC, financée par nos impôts, n'impacte pas seulement les paysans. Elle conditionne notre modèle de société en influençant sur la qualité de notre alimentation, de l'environnement, de notre santé et de la création de l'emploi. À tel point que bien se nourrir est devenu un vrai casse-tête. La prochaine PAC entrera en vigueur en 2022 pour une durée de 7 ans. C'est donc un sujet de société majeur qui se joue cette année. La voix de la France et de nous, citoyens, est très importante. Puisqu'on ne peut pas augmenter la part de façon exponentielle de ce qui est bon pour pouvoir subvenir aux besoins de tout, est-ce une raison pour laisser ce qui est de mauvais? C'est ça la question, c'est-à-dire que la résilience, elle passe aussi des fois par, pas un retour en arrière, mais par une prise de conscience qui fait dire « a-t-on besoin de tout ça ?» De plus en plus, les gens se tournent vers des petits élevages comme nous. Et effectivement, si on est de plus en plus nombreux à faire cette politique, je pense que les choses pourraient s'arranger, oui. Le climat change, on a des températures beaucoup plus variantes, on voit que vraiment ça s'amplifie. On voit que bon, l'été, les températures sont très chaudes. Maintenant, on s'aperçoit que les nuits sont plus fraîches. Un sol sain absorbe l'eau et le dioxyde de carbone. Si on le détruit, il le rejette dans l'atmosphère, le sol s'assèche et il se transforme en poussière. Ce phénomène s'appelle la désertification. Le sol devenu très pauvre ne peut plus absorber la chaleur. Les jours deviennent alors très chauds et les nuits très froides. Nous, on a vraiment eu des cultures qui ont été impactées par ça en pleine saison. On remarque bien que les ultraviolets sont de plus en plus violents. Tout ce qui est légumes de plein champ est vraiment perturbé par ça. Quand on exerce cette passion-là, c'est pas pour l'argent, hein. Ça c'est clair. Par exemple, l'année dernière, moi, j'ai pas eu de récolte. Ben, pas que moi, dans l'ensemble quasiment, il n'y a pas eu, parce qu'avec le changement climatique, ben, voilà, des oliviers, il n'y a pas eu de récolte. Donc on est resté une saison sans entrée d'argent. Bon, on continue, on est toujours là. Parce qu'on aime ça, on aime ces arbres, on aime ce qu'on fait. Mais c'est quand même pas facile, quoi. Donc effectivement, au lieu d'aider les gens, les agriculteurs, au lieu d'aider ces gens-là et justement à les mettre en valeur, à les valoriser, on les traite, les retraites sont misérables. L'espérance de vie d'un agriculteur elle est plus basse que la plupart des autres. Nous, ce qu'on demande, c'est à vivre dans notre métier, sans mendier, à le faire d'une façon saine. À partir de là, on est heureux. On est heureux. C'est pas le cas. De nos jours, c'est vraiment pas le cas. Un jour, on a décidé de passer le cap et de dire, bon, ben, les quelques produits qu'on emploie et cet engrais chimique de fin de culture, ben, on va les supprimer totalement. Il y a eu aussi qu'autour de nous, il y a eu des décès d'agriculteurs qu'on connaissait et qui du coup nous ont fait prendre aussi conscience que ben, de mourir de notre métier, non. En France, tous les 2 jours meurt un agriculteur. C'est-à-dire qu'un jour sur 2, un agriculteur met fin à ses jours. Met fin à ses jours. Pas qu'il meurt, il met fin à ses jours. Parce que c'est insupportable. On fait ce métier, encore une fois, je le dis, parce qu'on aime la terre, on aime ça. Et savoir qu'il y a cette opposition entre savoir ce qui est bon et l'obligation de rentabilité qui fait que voilà, on passe par des produits que donc on sait très bien qu'ils ne sont pas bons, mais qu'on ne voudrait pas, on le sait. C'est difficile à tenir cette culpabilité. Mais ce n'est pas leur faute, c'est pas la faute c'est la faute de ce système qui oblige les personnes. Une fois que tu es rentré dedans, c'est un mécanisme infernal. L'endettement, et donc il faut, voilà, ben non, c'est pas rentable, il faut continuer, il faut agrandir, ben il faut passer plus de production, ben il faut passer donc plus de ci, plus de ça. C'est insoutenable. La détresse humaine, elle est très importante pour les agriculteurs.
De plus en plus, hein, on voit des gens qui sont passés et qui témoignent qu'en passant au bio, ils arrivaient enfin à vivre de leur travail. C'est quand même terrible hein, de se dire qu'il y a des agriculteurs qui travaillent du matin au soir, 7 jours sur 7, qui nourrissent la planète, qui nourrissent leur territoire et qui n'arrivent pas à retirer un revenu de leur travail. C'est honteux même. C'est honteux qu'une société, elle permette ça. Là, on parle d'une chose qui est quand même essentielle, c'est-à-dire nourrir, quoi. Nourrir les autres. Pour moi, il n'y a pas plus noble. Nous, on n'a qu'un loyer ici à payer. Si on avait dû acheter un terrain, faire construire nos bâtiments agricoles, une maison pour Théo, on aurait été obligé d'aller vers un élevage plus grand, plus intensif, pour pouvoir rentabiliser notre exploitation. Or là, c'est une chance pour nous d'avoir cette ferme de la communauté de communes. En fait, nous ici, dans la région, les terrains sont très chers. Alors si toutes les communes avaient sa ferme communale, ce serait génial. Une ou plusieurs même. Ça laisserait la chance à beaucoup de jeunes agriculteurs. Parce qu'ici, on a du coup la ferme qui est dédiée à l'élevage, ferme des Garfes, et en plus bas, il y a la ferme de la Sousta qui est dédiée au maraîchage. Le challenge, il est là. Le challenge, il va être de dire, est-ce que demain, cette bascule va être opérée? Et là, on pourra encore sauver cette biodiversité, toute cette vie qu'il y a autour de nous. Moi, j'ai confiance en ça. Ou alors, on va laisser le monde aux marchands, et l'agriculture fait partie de la marchandise, de toute façon. Et elle fait déjà partie. Hein. Et alors là, on va au désastre, parce que ça ouvre la porte à toutes les dérives possibles, quoi. Et là, par contre, là, il y a danger. Toutes les crises qu'a connues l'humanité et qu'ont connues toutes les civilisations, ça s'est opéré par l'agriculture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un dérèglement, une famine, suite à de mauvaises récoltes, suite à la sécheresse, tout ce que l'on veut, au contraire, inondation, gel, que sais-je, qui ont conduit effectivement à ce que l'ordre établi soit bouleversé. Et de nos jours, ce n'est pas à exclure. Il est pas prêt mon poulet? Canti nostri gloria, l'antiche beo calem, Gioio le vittoria, l'auduccio printemps, canti l'uviei sin caire, e l'uccio blanc aper, pilumbre ma maire, da un munde l'ubero, Gioio canterai, su tali Dio tonnerò, la fumar la terre, le tir, ciel pur, canti l'uviei sin caire, e l'uccio blanc aper, pilumbre ma maire. On ne sait pas ce que sera l'avenir, donc non, je ne me pose pas la question.
Je veux pas me la poser en fait. Je sais pas, les temps changent tellement. Enfin, moi, je vois ça déjà tellement changer par rapport à quand j'étais petite et maintenant. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. J'espère que vous, les jeunes, vous ferez bouger les choses et que vous reviendrez à des choses plus naturelles. Dès le plus jeune âge, si on sensibilise les enfants au respect de la nature et pour la respecter, il faut apprendre à la connaître, ben c'est un grand pas qu'on fait pour le futur. C'est ouvrir des horizons que d'informer et d'apprendre et de transmettre. C'est sûr que les enfants qui n'ont jamais rien vu de près, comment ça pousse, comment on cultive, ce que c'est qu'un insecte, à quoi il peut servir, ce manque d'intérêt fait qu'à un moment donné, ils se désintéressent totalement de ce sujet-là. Et malheureusement, pour le futur, il va falloir que tout le monde s'en préoccupe de ces sujets-là. C'est notre avenir et c'est même l'avenir de l'humanité. C'est pas qu'une question de jeunesse, hein. Je crois qu'il faut les remettre en cause déjà tous les adultes, tous les vieux adultes, tous les jeunes adultes qui ont été élevés dans cette optique de consommation excessive, effrénée. Et pour retrouver l'équilibre, ouais, on est comme ça. Il faut bien que ça baisse de côté et que ça monte de l'autre, mais il faut que ça baisse. Et l'équilibre, il ne sera pas comme ça, il sera plus bas. Notre génération n'est pas aveugle et on sait tous ce qui va arriver. Il y a peut-être du déni pour certains, mais au fond, on le sait tous. J'ai un environnement où tous les signaux me disent « Émeric, il faut faire quelque chose !» Je peux pas dire non, je n'étais pas au courant. Au niveau de la jeunesse, j'ai confiance. Vous êtes nombreux à faire de belles choses et j'ai confiance en vous. Oui. Et je suis fière de vous. Maintenant, il faut qu'on fasse confiance aux jeunes. Et il n'y a plus que ça, c'est eux qui vont avoir à démêler toute la merde qu'on a laissée. J'aurais peut-être pas dû dire merde, c'est peut-être pas le bon terme. Mais c'est exactement ça, je crois. Voilà. Nous, on s'est préoccupé de rien du tout. Et maintenant, c'est aux jeunes de se débrouiller. C'est un sale cadeau empoisonné qu'on leur a fait. Et j'espère qu'ils seront assez intelligents pour s'en sortir. Non, les jeunes, ils vont s'en sortir. C'est plus difficile, c'est sûr, pour eux, mais ça va le faire. Il faut rester positif, hein, sinon on n'avance plus. On est dans un monde qui devient mortifère parce que les valeurs qui le conduisent ne sont plus liées à celles et de l'homme et de la terre. On appartient à cette terre, donc il faut absolument vivre en harmonie. En Europe, dans même la société occidentale en général, l'harmonie entre la nature et l'homme, elle est rompue. Et c'est ça qu'il faut rétablir, c'est l'harmonie. Il faut penser aux générations suivantes qui, justement, on ne sait pas ce qu'elles auront, quoi. J'essaye à mon échelle pour le moment de faire bouger les choses et j'espère pouvoir, pas forcément moi, mais en tout cas que ça puisse changer, que la jeunesse qui arrive change les choses. C'est un sacré défi, faut bien l'avouer. Le temps presse. Même si on avait des super bonnes idées, là aujourd'hui votre génération elle dit ok il faut faire ça, ça et ça, le temps que ça se mette en place, il s'écoulera quand même du temps. Et ce temps-là il joue en notre défaveur. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller, il faut envoyer, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. C'est ça le truc. Foncez.
ouais, faut se réunir, faut en parler, faut se voir, faut monter des groupes, je sais pas, c'est peut-être totalement utopique, mais permettons-nous encore de rêver, c'est quelque chose qu'on a encore le droit de faire. Alors essayons ensemble, parlons pas que de la jeunesse, ensemble, tous, on a besoin de la vie de tous, d'avancer. Si on veut qu'il y ait des générations qui continuent à assumer et assurer ça, de ne pas confier l'alimentation à des robots, à des OGM ou j'en sais rien, des sociétés qui ont le droit de vie et de mort sur nous. Voilà, réveil. C'est le choix le plus crucial pour l'avenir de notre planète. Quelle agriculture soutenons-nous ?